Oh, je suis content de t'interviewer. Merci d'avoir accepté. C'est un plaisir de t'accueillir chez moi. Il n'y a pas beaucoup de gens T'as pas eu peur? Non, et toi, t'as pas eu peur? Il n'y a pas beaucoup de gens que je fais venir chez moi. Et d'ailleurs, c'est probablement une des toutes dernières interviews que j'accorde chez moi. Donc tu es un privilégié, tu es le dernier. Merci. L'élu. Super. Je suis l'élu. Voilà, donc j'ai plein de questions à te poser et en fait on va commencer, c'est-à-dire par le début, c'est toujours mieux que commencer par la fin. Présente-toi, qui es-tu? Pour ceux qui ne connaissent pas. Je suis Piero San Giorgio, je suis un auteur, entre autres, de livres suisses. J'ai la chance d'avoir des livres qui ont eu un succès assez important, puisque rien que en gros, j'ai sorti plus de 200 000 exemplaires vendus de mes bouquins. Ouais. 4 livres sur les 8-9 dernières années. Avant, j'étais dans l'industrie des logiciels, j'étais cadre, j'ai été entrepreneur, j'ai eu ma boîte, je l'ai vendue, j'ai bourlingué à travers l'Afrique, toute l'Europe, le Moyen-Orient, l'Amérique, l'Europe de l'Est. Donc j'ai eu une vie avant de faire cela. Et en fait, mes livres et mes chaînes YouTube, etc., traitent de la problématique des années futures qui vont être, à mon avis, très difficiles, pour des raisons dont on parlera peut-être. Tout à fait. Et donc j'explique dans mes livres, surtout, au-delà de l'analyse de pourquoi les choses vont aller, je pense, pas très bien, même très mal, ce qui m'intéresse, c'est de donner des solutions, d'expliquer à mes lecteurs, voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire pour mitiger l'impact de ce qui va nous arriver, ou même vous sauver, et pour vous, vos enfants, et peut-être même les communautés dans lesquelles vous êtes. Il y a donc un ton apocalyptique? Alors pas dans le sens religieux ni littéral de l'apocalypse. Oui. Apocalypse en grec, ça veut dire devenir... Révélation. Révélation, c'est ça? Oui, là on entend bien sûr chaotique, catastrophique. Alors catastrophe potentielle, oui, mais je crois que beaucoup de gens vivent déjà une catastrophe déjà aujourd'hui lorsqu'ils perdent leur travail, lorsqu'ils se font quitter par leur femme. Aujourd'hui au quotidien, les catastrophes sont individuelles. Mais lorsqu'on commence à aller à un niveau plus économique, mon premier livre s'appelle justement Survivre à l'effondrement économique. Disponible sur Amazon? Oui, et puis dans les bonnes librairies qu'il faut faire vivre. Oui. Eh bien, là, on arrive sur des crises graves, des crises économiques, des crises potentiellement sociales, des crises alimentaires, des crises peut-être écologiques, des crises énergétiques, qui convergent dans les années proches, dans les années à venir. Moi, j'avais mis comme date comme ça 2020-2022, donc voilà, on est proche, mais si ça se trouve, je me trompe peut-être de 5 à 10 ans. Oui. Mais il me semble qu'on est quand même proche quand on voit les troubles qu'il y a partout en France, le mécontentement partout en Europe, les crises migratoires, la surpopulation dans beaucoup de pays dans le monde, et de plus en plus des problèmes à produire la nourriture et à extraire les ressources et les matières premières nécessaires à faire tourner cette machine globalisée incroyablement énorme que nous avons mis en place sur notre planète. Eh bien, voilà, on rentre dans des périodes à risque avec des troubles. Et qui dit trouble dit qu'on s'éloigne de ce qu'on considère normal dans la vie de tous les jours. Et lorsqu'on est loin de ce qui est normal, on commence à avoir peur, on commence à agir de manière incohérente, ce qui peut amener une partie de la population à devenir violente et même meurtrière. On l'a vu lorsque les ouragans touchent certaines îles dans les Caraïbes, et même on l'a vu dans plein de pays du monde où les gens... Là, l'expression l'homme devient loup pour l'homme prend tout son sens. Alors c'est vrai qu'il y a aussi l'inverse. Il y a aussi des gens qui trouvent l'énergie d'aider son prochain, d'avoir une approche plus charitable et d'entraide dans ces situations-là. Et une masse de gens qui restent apathiques et qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Mais évidemment, il faut espérer qu'il y ait plus de gens qui soient collaboratifs et qui s'entraident que des gens qui deviennent violents. Mais il vaut mieux se préparer pour les gens violents. Déjà, on est dans une ère où l'homme est tiré vraiment vers l'égoïsme. Bien sûr. Alors imagine dans un univers où c'est la guerre civile et tout. Honnêtement, c'est pas pour te contredire, mais je suis pas sûr que la majorité des hommes soient tournés vers leur prochain. Si c'est déjà pas le cas aujourd'hui, ça le sera sans doute pas demain. De toute façon, on peut espérer le meilleur, mais il faut se préparer au pire. Parce que faire l'inverse, c'est contre-productif. Et surtout, c'est que ça t'amène à mal finir. Là, on nous parle beaucoup en ce moment, on en a parlé tout à l'heure dans le reportage, de l'écologie, qui serait un problème majeur, central, le problème des problèmes,
The number one, c'est de l'anglais, ça veut dire numéro 1, parce que je sais, parce que j'ai lu un livre une fois sur l'anglais. C'est quoi pour toi le premier problème majeur, celui qui va frapper à notre porte prochainement? Le premier problème que l'on a sur Terre aujourd'hui, c'est la trop grande quantité d'êtres humains et la surpopulation des hommes sur Terre. Tu crois ça? Ouais. Je pense que c'est ça là, le problème numéro 1. Cancérologue Docteur Joyeux, c'est assez ironique, oui, je le connais. dit qu'en fait on pourrait être 100 milliards sur Terre, de l'argent et de la bouffe, il y en a pour tout le monde. C'est juste que les richesses sont mal réparties. Je pense qu'il s'y connaît mieux en cancer qu'en agriculture. D'accord. Et en ressources. D'accord. Et que même si c'était... Alors d'abord, si c'était possible, est-ce que ce serait souhaitable? Et puis... Mais des coins sur Terre vivables où il n'y a personne, il y en a encore. Bien sûr, et puis on pourrait vivre chacun avec sa ferme de 1000 m² en vivant comme un paysan du Mali. Assez bien, mais je pense qu'effectivement, je le salue parce que je le connais. Ouais. Et on discute sur un autre projet de livre, justement, on a parlé des vaccins ensemble, on a parlé de plein de choses. Salut l'artiste. Voilà, c'est quelqu'un de très très bien. Mais je pense que sur ce coup-là, il se plante, parce que ce qu'il ne se rend pas compte, c'est que... Ou alors peut-être il habite en Sicile ou dans le Périgord, où on peut faire 2 récoltes par année, ou en Thaïlande, où on a des fruits qui poussent, voilà, ou même dans certaines parties d'Afrique, où voilà, on creuse par terre, on trouve des racines comestibles, on ramasse des bananes, des mangues, en veux-tu, en voilà, on pose des graines, ça pousse, il pleut tous les jours, il y a une pluie torrentielle tous les soirs, il fait chaud la journée, c'est luxuriant. Le problème, c'est pas la répartition des richesses plus que le nombre de personnes sur Terre? Les deux problèmes vont de pair, c'est-à-dire que, évidemment, que la répartition des richesses, elle est inégale, mais les êtres humains sont inégaux. Tout à fait. Par définition, il y a des gens intelligents, des gens stupides, des gens paresseux, des gens travailleurs. Si on distribuait à chacun les mêmes cartes du jeu, les mêmes ressources, 20 minutes plus tard, il y en a déjà qui commencent à accumuler et d'autres qui commencent à tout dépenser. Les femmes se prostituent, elles accumulent plus que les mecs. Enfin voilà, ça part dans tous les sens. Donc on est inégaux. Et on est inégaux face aux ressources. Il y a des gens qui naissent dans des pays extraordinairement riches en ressources comme l'Afrique, d'autres qui naissent dans des pays très pauvres en ressources comme l'Europe. Et donc ceux qui sont dans des pays pauvres en ressources, ils doivent bosser plus dur et ils prennent une attitude de travail, de fructifier les choses. Donc sur plusieurs milliers d'années, ça crée des différences de civilisation. Donc la géographie, la génétique, tout ça impacte. Après, d'autres se reproduisent plus et malgré la mortalité infantile plus grande, finissent par être plus nombreux. D'autres, il y a différentes stratégies de développement et de survie. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. C'est pour ça qu'il n'y a pas de supériorité de peuple sur d'autres. Il y a simplement des adaptations à des milieux. Oui, c'est une question de culture. Et donc la surpopulation. La surpopulation, c'est qu'on était 1 milliard en 1815. Oui, là on est 8 milliards. Je m'en souviens très bien. Ouais. Tout ça. En 1930, on était 2 ou 3 milliards. Quand je suis né, on était 5, on est 8. Et bien qu'il y ait des transitions démographiques dans beaucoup de pays, cette croissance continue. Et s'il n'y avait que ça, parce que plus de gens, ça signifie plus de ressources nécessaires pour les loger, pour les nourrir, pour les faire vivre, se déplacer, etc. Mais il y a aussi le niveau de vie qui augmente, qui se complexifie plutôt. C'est-à-dire ça, c'est un problème, ça c'est un problème économique. Qui s'ajoute. Ouais. Et donc c'est dire que l'argent, on sait que c'est rien, c'est juste une des manipulations. Certes, mais l'argent, quand bien même, il se transforme à un moment en ressources concrètes qui sont la nourriture, le logement, l'éducation, l'énergie pour le transport. Ou pour transporter la nourriture. De la bouffe, il y en a à perte de vue, il y en a même qui en jettent tout le temps, tous les jours. Donc 40, il y a de la bouffe. 40% de la nourriture est gaspillée. Alors, c'est vrai qu'en rationalisant, bien que je ne sais pas comment rationaliser mieux, par faire prendre conscience aux gens et d'avoir un incentif économique, un incentif monétaire à, par exemple, moins gaspiller, ce qui est le cas ici, par exemple, ici, là où je suis, tu payes ton sac poubelle 4 €. Donc je veux dire que tu la bourres ta poubelle. Ouais. Et donc, ça veut dire que tu réfléchis, quand tu achètes, tu réfléchis à avoir moins d'emballages de merde qui vont remplir ta poubelle. Donc c'est une petite incentif économique assez efficace pour essayer d'avoir moins de déchets. Ouais. C'est un exemple peut-être infime sur l'échelle de la planète, évidemment. Mais enfin, on peut bien sûr avoir des solutions pour chacun de ces problèmes. Par exemple,
on pourrait consommer, en roulant moins en voiture, on consomme moins de pétrole, surtout en achetant moins des produits qui viennent de Chine ou de je sais pas où, on consomme moins de fuel, donc moins de pétrole pour le transport maritime, etc. Mais on est aussi dans un monde où l'objectif pour pratiquement tous et tout est la croissance. Croissance infinie, malheureusement avec des ressources finies, qui un jour s'arrêtent. Et donc cette croissance économique infinie, tôt ou tard, elle nous amène à des choix très très difficiles. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il n'y a pratiquement plus le choix. Alors pour beaucoup de gens, ils vont me dire oui, mais moi j'ai 1000 euros par mois, à la fin du mois, il faut que je choisisse entre nourrir mes gosses ou m'acheter un nouveau DVD pour ma PlayStation, je sais pas. Ok, on doit faire des choix aujourd'hui, mais la réalité c'est qu'en fait il n'y a pas de choix, c'est que tu achètes la bouffe pour tes gosses, bien sûr. Un pseudo-philosophe populaire que je ne nommerai pas du nom de Jean-Claude Van Damme dit que dans 20 ans, il n'y aura plus d'eau. Alors, non, oui et non, enfin, c'est-à-dire, d'abord, c'est un génie ce mec, je trouve que c'est un type assez extraordinaire. Parce que ce qui est drôle d'ailleurs. J'ai essayé de l'interviewer, mais il est très difficile à choper. Il y a 20 ans, c'était tout le monde se foutait de sa gueule avec Aware, etc. Aujourd'hui, c'est devenu comme un maître à penser. Mais il faut être Aware. Ça change tout si tu ne l'es pas. Mais alors, non, l'eau, il y en a des quantités phénoménales sur Terre, mais elle n'est pas potable. Ouais. Et parce qu'elle n'est pas douce, et encore moins potable. Ouais. Je crois que c'est à peu près moins de 1% de l'eau sur Terre et de l'eau utilisable et consommable. Voilà, après on a mais des technologies... l'eau non potable, on peut la rendre potable. On peut désaliniser l'eau de mer, c'est ce que font beaucoup de pays dans les pays du Golfe. Ça demande de l'énergie. Donc il y a de l'eau encore. Il y a beaucoup d'eau, et puis l'eau elle est indestructible, elle se transforme en vapeur, ensuite elle retombe sous forme de pluie. Bah voilà. Donc de l'eau il y en a, c'est pour ça qu'il n'était pas une connerie près, mais quand même. C'est de l'eau utilisable pour les cultures. Et je vais prendre des exemples typiques qui sont liés à la surpopulation. Il y a des pays qui ont des fortes croissances économiques et démographiques, comme par exemple l'Égypte, qui, depuis la nuit des temps, trouvent leur eau dans le seul fleuve qu'ils ont, c'est le Nil. Cette eau, elle provient des pluies équatoriales d'Afrique centrale, donc qui se font en Ouganda, sur le lac Victoria, qui finissent dans le bassin du lac Victoria et du Nil, Éthiopie, etc. Sauf que maintenant, l'Ouganda, le Soudan et l'Éthiopie ont aussi beaucoup plus de population, veulent produire de plus en plus d'agriculture, puisent l'eau de leur partie du Nil qui est sur leur territoire, de la partie du Nil qui est là, et donc il y a moins de Nil qui arrive en Égypte. Dans certains pays, comme je crois que c'est le fleuve Jaune en Chine et le Colorado aux États-Unis, le fleuve est tellement, on prend tellement l'eau du fleuve pour irriguer de l'agriculture intensive, pour produire notamment de la nourriture, mais aussi du coton, du maïs, etc., que le fleuve n'arrive plus à la mer. Il s'assèche avant d'arriver à la mer. Et donc, oui, l'eau, elle existe toujours, parce que cette eau, elle n'est plus dans le fleuve, mais elle est dans le légume. Elle est dans ton épi de maïs, elle est dans ta tomate, elle est dans ton truc, donc tu la bouffes, mais elle est plus disponible pour autant de personnes qu'avant. Parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui consomment du maïs, des tomates, alors qu'avant, ils n'existaient pas. Donc, multiplier par 8 la population en 2 siècles et continuer à la multiplier. L'Afrique est passée de 100 millions il y a un siècle à presque 1,5 milliard aujourd'hui, et on l'estime à 4 milliards à la fin du siècle. Ça a posé des problèmes. Donc je pense que c'est ça le premier numéro 1. L'économie. Non, c'est la surpopulation. Parce qu'après, tout le reste découle de ça. Et voilà, oui, parce que, et juste derrière, l'économie, dans le sens où... Oui, les philosophies économiques qui sont de la croissance infinie dans un monde qui est limité, va nous amener droit dans le mur. Alors certains vont dire, oui, mais on trouve toujours des nouvelles technologies, des machins, t'en fais pas. Bah, je m'en fais pas, mais les Mayas, ils ont disparu, les Romains, ils se sont effondrés, toutes les civilisations, elles finissent par planter, et généralement, ça se passe pas très bien. C'est ce que j'explique dans mes thèses, et tu me dis ce que t'en penses, c'est que pour moi, le problème majeur est donc sûrement pas l'écologie, bien que ce soit un problème et qu'il faille faire bien attention à notre planète, évidemment. Ça, c'est du bon sens, comme on le disait dans le reportage. Mais l'un des problèmes majeurs qui va frapper à notre porte dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, peut-être 20 ans, je sais pas, c'est l'économie. Quand ton frigo sera vide, tu n'en auras plus rien à foutre des arbres, de la nature, etc. Tu penseras juste une seule chose, c'est à manger. Donc là, finalement, on en arrive à du concret. Parce que d'ailleurs, souvent, les écolos, ils ont cette vision mythique du bon sauvage. D'ailleurs, je pense que souvent, les gens qui mythifient un peu les peuplades, entre guillemets, plus quel est le mot juste, j'allais dire arriérés, mais c'est pas le terme, les plus simples, qui ont une vie plus simple, en fait, sont extrêmement racistes, parce qu'en fait, ils disent « Ah, mais c'est des gentils sauvages, etc. » Tu parles, ils vont te bouffer la gueule si tu leur parles comme ça.
Et simplement, ils se disent, ah oui, mais c'est tellement bien, il y a un tel respect de la nature dans les pays, mais ils ne sont jamais allés en Afrique ou en Asie du Sud-Est, etc. Ça, c'est... Alors, avec des exceptions qu'il faut saluer, mais c'est de l'agriculture sauvage, de destruction des écosystèmes, on détruit la forêt pour faire de l'huile de palme à mort, les mecs, ils en ont rien à foutre. Parce que justement, il faut se nourrir, il faut faire bouffer ses gosses, etc. Et je les comprends, et je les juge pas du tout négativement, c'est comme ça. Tout à fait. Et qu'au contraire, il va falloir travailler avec eux pour, si on veut maintenir les écosystèmes. Chose que certaines personnes et même associations font, il faut être réaliste. Mais après, j'ai oublié ta question. Et ben, la question c'était, mais l'écologie, c'est bien beau et c'est important, sauf que ce qui va frapper à notre porte demain, c'est un effondrement économique, où là, tu seras confronté à une certaine réalité qui fera que c'est pas que la nature, tu l'aimes pas, mais qu'il y aura des priorités. Oui, alors le problème de cette convergence de crises qui s'accumulent, donc surpopulation, peut-être manque de ressources énergétiques surtout, problèmes environnementaux qui font que des niches, par exemple, l'agriculture intensive détruit les sols. On le connaît, on le sait depuis longtemps. Si les sols, une fois qu'ils sont détruits, lessivés, cramés, il faut des centaines d'années pour qu'ils reprennent de leur productivité, ou alors il faut des gens avec des techniques très intelligentes qui existent. Enfin, la plupart des gens n'y pensent pas, et simplement ils bougent à un autre sol, ou alors ils rajoutent des engrais, tant qu'il y a des engrais. Pour les engrais, il faut de l'énergie, Et cette agriculture intensive, elle peut tout d'un coup s'arrêter par faute de productivité, par faute de sol de bonne qualité, ce qui est aujourd'hui quelque chose qui nous guette. L'eau, on en a parlé, et donc il peut y avoir pas mal de ces convergences. La question c'est, quelle est la conséquence de ces crises? Parce que, ok, par exemple, une crise financière, la bourse s'effondre, tant que les camions y tournent et que les supermarchés sont pleins, ça va. Sauf qu'une bourse qui s'effondre, ça veut dire des entreprises qui commencent à avoir peur, donc qui licencient pour augmenter leur profit, donc tu te retrouves avec plus de gens au chômage, donc ça coûte plus cher pour l'État, ça creuse des déficits, donc ils doivent plus s'endetter, donc ils doivent payer plus pour la dette, donc ils doivent mettre plus d'impôts, donc l'économie va aller de moins en moins bien. Inflation. Il peut y avoir voilà, et puis si ça se trouve, à un moment, surtout si la crise est très violente, les camions ils viennent plus dans la ville amener la bouffe. Et où il y a ce qu'on appelle des ruptures des chaînes d'approvisionnement, parce qu'aujourd'hui ces chaînes elles sont globales, et que Paris n'est pas nourri par sa ceinture agricole. Paris est nourri par le monde entier. Et c'est pareil pour Londres, c'est pareil pour Los Angeles, c'est pareil pour plein de villes du monde où la nourriture, elle vient des quatre coins du monde, par bateau, par avion, par transport. Aujourd'hui, on produit une grosse partie des légumes d'Europe dans le sud de l'Espagne. Le jour où l'essence double ou quadruple de prix, c'est plus les mêmes prix, c'est plus la même rentabilité, les gens ne peuvent plus se les permettre, les supermarchés commencent à se vider, les gens paniquent, se ruent sur les supermarchés, ils prennent les bouteilles d'eau et trucs, et après ils commencent à sortir l'opinel, tu m'as regardé de travers, non, cette bouteille d'eau elle est à moi. Bon, peut-être pas, mais il y a des scénarios comme ça qui existent dans certains pays lors de catastrophes. Voilà, c'est pas complètement... non, c'est pas mon fantasme. Non, mais c'est pas impossible, voilà, c'est des choses qui existent, qui arrivent. Donc on croit souvent que... les Français croient que tout leur est acquis, qu'on ne peut plus rien leur enlever. On peut enlever beaucoup de trucs. Parce qu'il y a une différence entre le Français, même pas très riche et qui bosse dur, genre gilet jaune, et le paysan du Mali. Il y a encore de la marge, une sacrée marge. Et on ne sait pas, alors je pense que les révoltes, elles viennent avant. Elles viennent quand on commence à avoir, quand la fin du mois, c'est le 15 du mois. Oui, mais le système, pour bouffer, le système qui connaît très bien l'être humain, qui sait très bien comment nous fonctionnons, il connaît parfaitement donc le système économique, tout. Il sait qu'à un moment donné, le peuple va se révolter et fatalement, il va anticiper une certaine révolte de façon à faire passer même des lois encore plus liberticides derrière, ce qui fait qu'au final, la révolution profite à qui? Alors, en première phase, il y a ce qu'il y a déjà dans le monde dans lequel on a vécu ces 20-30 dernières années, c'est ce que Zbigniew Brzezinski appelait le entertainment, c'est-à-dire le divertissement sur nos bas instincts. C'est les jeux télé, les concours, le loto, la pornographie, la liberté des mœurs. Tout ça, ça fait que les gens, ils ne pensent pas aux problèmes lourds. Ils se disent à qui je vais baiser samedi soir, qu'est-ce que je vais me bouffer, où est-ce que je vais sortir m'amuser, où est-ce que je vais aller en vacances.
combien de lignes de Absolument. coke je vais me faire cet été à Ibiza. Voilà, c'est l'horizon de la plupart des gens est très limité. Sauf que quand ça devient un petit peu Pour plus la dur... coke, peut-être pas tous. Genève, beaucoup. Genève, où j'ai un pied à terre en ville, je vois qu'ils ont des problèmes dans le filtrage des eaux usées à cause de ça. Hein. Ils ont des problèmes de recyclage de l'eau à cause de la quantité de coke qu'il y a dans le truc. Je crois que Londres a le même problème. Ah bon? Du pognon, il y en a quand même alors. Il y en a encore. Alors Ah, tu t'étouffes. ouais, il faut la sniffer, pas la bouffer la coke. Les drogues, c'est de la merde. Voilà. Surtout quand il y en a toujours plus. préciser. Surtout quand il n'y en a plus. Mais ouais, le problème, c'est qu'effectivement, comme tu dis, les gens qui nous gouvernent, enfin ceux qui nous gouvernent vraiment, pas les politiciens, on va dire les couches un peu plus au-dessus, eux, ils se rendent bien compte qu'à un moment, le système va péter. Donc soit eux aussi font comme moi, c'est-à-dire qu'ils préparent une voie de secours, mais eux, ils ont plus de moyens, donc eux, ils ont des îles, ils vont se barrer. Ou alors, ils se disent, bon, le jour où la population commence à nous faire chier, il va falloir qu'on tue cette population. Parce qu'une fois qu'elle est morte, elle ne nous pose plus de problème. Et oui. Et donc, la phase qui est en train de se faire maintenant, c'est une phase de préparatif, c'est-à-dire qu'en gros, ils nous disent, bon, puisqu'on a des populations locales dans un pays donné, et ça peut être n'importe quel pays, on va faire venir des gens d'ailleurs, où on sait que les cultures ne correspondent pas du tout, on va créer des situations de tension, et le jour où c'est le bordel, bah, ils vont s'entretuer. Donc là, c'est déjà la première phase. Donc je ne vous fais pas un dessin de comment ça s'est préparé, notamment en Europe de l'Ouest. Ça, c'est une première phase. Et si vraiment ça ne suffira pas, et ils savent qu'ils ne peuvent pas compter sur les forces militaires, les forces de police, parce qu'au bout d'un moment, ils ne vont pas tuer leurs propres frères et sœurs et leurs parents. Je pense qu'après, il va y avoir des plans qui se mettent en place. Alors là, je spécule, je n'ai pas de preuves, bien que j'ai des faisceaux d'indices. Là, ça va être les guerres bactériologiques ou chimiques, c'est-à-dire qu'on va vraiment y aller. D'une arme, j'ai entendu parler d'une arme, tu confirmes ou pas, c'est une arme qui file la chiasse en fait. C'est-à-dire en fait, c'est une arme donc bactériologique qui t'immobilise, qui immobilise en fait ton système nerveux et qui te vide complètement. Alors celle-là, je la connais pas, mais je sais que dans les luttes anti-émeutes, et qui touche des centaines de mètres. Hein, il y a pas mal de systèmes, on appelle ça non létal, donc qui ne tuent pas directement, mais avec des ondes, on peut provoquer le vomi. Je connaissais celle qui produit le vomi. On doit parler de il y a le vomissement, ça te filerait la chiasse. Voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est des micro-ondes, des sortes de micro-ondes. En fait, tu te vides. Voilà, alors après, voilà, c'est des armes de contrôle de foule, ça existe. Je veux dire, c'est possible qu'on utilise ce genre de choses pour mater la population ou l'exterminer. Moi, je pense que ça peut être dans les plans de certaines personnes. Au final, se confronter au système, sortir dans la rue, gueuler, t'es pas content, machin truc, ça fait l'affaire de qui? Je pense que ça peut créer des tensions. Après, après, ça ne veut pas dire que parce que des élites ont des plans, que ces plans fonctionnent. Parce qu'il y a plein de cas où les élites pensaient contrôler la situation et c'est parti en couille, soit parce que d'autres élites ont manigancé pour prendre le pouvoir, c'est le cas de la Révolution française ou de la Révolution bolchevique. Mais ça a profité toujours au système, oui, mais les propriétaires du système changent parfois. Ouais. Donc il arrive que les propriétaires du système changent. Par exemple, les bolcheviks qui ont pris le pouvoir en 1917 et suite à la guerre civile en Russie, qui s'est transformée en Union soviétique, c'est pas du tout les mêmes personnes qui dirigeaient la Russie sous le tsar. Oui. C'est pas les mêmes bourgeois, c'est pas les mêmes ethnies, c'est même plus des Russes. Et c'est certainement pas des familles nobles russes qui étaient là depuis 1000 ans. Ça a complètement changé. Alors après, le système, pour le paysan russe, ça change pas grand-chose. Ouais. Voire c'est devenu pire. Mais ça n'a pas profité au peuple. Mais ça n'a pas profité au peuple. Non, voilà. Non. La Russie est un pays en voie de très forte industrialisation et développement en 1917. À cause de la Première Guerre mondiale, ils se sont épuisés. Et ensuite, ils sont partis dans une période... 20 millions de morts, quoi. Ouais. C'est quand même, voilà, c'est donc quand même énorme. La révolution, la guerre, il y a toujours quelqu'un, mine de rien, qui appuie un peu sur le bouton en quelque sorte, et ça profite. Il y a des gens qui poussent. Ouais. Mais la question, c'est que c'est des discussions qui peuvent être passionnantes. D'ailleurs, c'est passionnant de discuter de qui, comment. Mais la question, c'est qu'est-ce que tu fais? Comment survivre? Alors, soit tu te dis aujourd'hui, j'identifie ces mecs que je crois avoir l'intention de me faire du mal et je les dégomme. Mais alors bonne chance parce que toi tu es tout seul, eux ils sont nombreux et puis tu es dans un système
qui les protège avec des lois qui t'empêchent oui, d'aller oui. dégommer des gens, parce que tu te lèves demain matin, et je précise qu'il ne faut pas le faire, tu te lèves demain matin, tu prends ton fusil à lunettes de chasse, tu vois, puis tu dis je vais me descendre, Oui. le mec qui descend le 14 juillet sur la rue dans sa limousine, là, bon, ben il y en aura un autre le lendemain. Il faut pas le faire. Non, mais en plus ça sert à rien. Puis, Donc c'est pas Macron démission, en plus c'est pas lui qui décide de tout, tout ça. Enfin, s'il démissionne, ils en mettent un autre. Voilà, pas c'est grave. absurde. C'est absurde. Et même vouloir une 6ème République, là, c'est compliqué. Ça va pas marcher parce qu'à un moment donné, ils voudront une 7ème, puis une 8ème. On en est à la. Alors j'aime bien Étienne Chouard, quelqu'un que j'ai rencontré qui m'est très sympathique. Et je trouve que c'est une amélioration ce qu'il propose par les référendums. Oui, avec le référendum d'initiative, je crois qu'ils appellent ça citoyenne. Oui. Je ne sais pas si citoyen c'est moins bien que populaire, je ne sais pas. En tout cas, ce serait une amélioration, mais ça ne change pas beaucoup l'emprise, parce qu'il y a quand même les médias, il y a quand même l'influence des puissances de l'argent. Moi, j'ai rien contre la puissance de l'argent en tant que telle, dans le sens où, il y a des gens qui accumulent, s'ils ont travaillé honnêtement, puis ils ont des bons produits, ils les vendent, ils font du profit, ils accumulent de la richesse, tant mieux. La question, c'est, à partir du moment où ils travaillent contre la population, normalement, la population les dégomme. C'est comme ça que ça fonctionne entre une noblesse, entre guillemets, et une population. C'est-à-dire qu'il y a un accord en disant, il y a des gens qui réussissent mieux que les autres parce qu'ils sont mieux, ils travaillent plus, ils ont plus d'idées, très bien, mais ils doivent respecter leur peuple. Oui. Dont ils font partie, parce que le noble, il fait partie du peuple, mine de rien. Oui. Et le jour où le noble, il commence à vendre des trucs à l'étranger, où il pactise avec l'ennemi, ou avec d'autres peuples, normalement, le noble, là, tu te dégommes. Donc c'est important qu'un citoyen soit armé. Et donc ils comprennent, mais aujourd'hui on est loin des citoyens armés, on est loin de la compréhension du problème. La plupart des gens, même les gilets jaunes, en France, je ne suis pas certain qu'ils ont tout compris des tenants et des aboutissants. Non, c'est pas possible. Sinon, ils perdent. Ils ont fait des progrès, hein, c'est déjà pas mal. Ça a révélé certaines choses, mais on peut pas attaquer le système de front comme ça, comme on en parlait justement. C'est attaquer le système de front, on sait très bien qui ça va servir. Finalement, on arrive en fait un peu à tes idées, en fait, à ton projet, c'est tu te barres. Tenter de s'autosuffire le plus possible, parce que de toute façon, ils ont la main mise sur tout. En fait, tu fais sécession. Ouais. À un moment, tu dis, ok, je peux pas changer ce monde. De toute façon, je sais même pas s'il est sauvable ou quoi que ce soit. Et même c'est très arrogant de réfléchir comme ça. Donc tu dis, je vais déjà m'occuper de mien. Une révolution intérieure, déjà vouloir faire la révolution dans la rue. Tu te changes toi-même, tu dis déjà je vais consommer moins, déjà je vais me mettre en retrait. Moi, mes amis, je vais essayer de faire une vie alternative, plus autonome. C'est une tendance, parce que tu n'y arrives pas du premier jour. C'est très difficile. Et tu tends vers la libération. Et donc tu tends à retrouver de la liberté. Alors après, on va me dire, oui, mais ils viennent quand même te faire payer une taxe d'habitation sur ton... Oui, c'est vrai. Ils viennent quand même te prendre des impôts. Oui, c'est vrai. Ils viennent quand même, s'ils voulaient t'écraser, ils envoient les flics, ils envoient un groupe d'intervention de 250 flics, et ils te canardent. Oui, c'est vrai, mais il n'y a pas de raison. Pourquoi est-ce qu'ils s'en prendraient à moi maintenant? Je veux dire, moi, justement, je suis loin, je fais plus partie de leurs emmerdes non plus. Je me suis mis loin, je suis pas un danger pour eux. Les élites, elles s'en foutent du survivaliste qui se fait sa ferme, qui se fait sa base autonome durable, qui est dans un coin. Et même le fait que je sois armé, ils en ont rien à battre. Ils s'en foutent d'autant plus que vous êtes une minorité. Ouais, parce que tant que je suis occupé à faire mes asperges et mon truc, je prends pas mon fusil à lunettes pour aller aux Champs-Élysées le 14 juillet. Tu vois, parce que j'en ai rien à foutre. Puis je suis suisse, donc ça m'intéresse pas ce qui se passe chez vous en France, de ce point de vue-là. Donc en fait, c'est même une bonne solution pour apaiser son esprit et de plus être dans cette... Parce que je connais beaucoup de gens qui ont compris comment fonctionne le monde ou qui croient le comprendre et qui sont rongés par ce ressentiment. Parce que d'un côté, ils disent « Putain, c'est injuste, c'est pas bien. » Et puis je les hais, et puis il y a la haine, et puis ça les bouffe. Et en fait, c'est pas bon. Il faut savoir se dire, il faut lâcher prise. Il y a un côté bouddhiste, il y a un côté, je pense même catholique, chrétien bien compris, de se dire... Chaque jour suffit sa peine. Exactement. Comme disait un certain Christ. Ouais. Chaque jour suffit sa peine. Un brave type, je l'ai bien connu. Un mec sympa, très belle sandalette, marcher dans le désert. Le soir, il vient, on bouffe, il repart. Non, mais... ça arrivera peut-être un jour. On ne sait pas, hein, tu peux prendre une apparence quelconque et tout ça, tu bouffes avec un mec, en fait, tu ne sais même pas que tu es avec un ange ou... Exactement, on ne sait jamais, on ne sait pas. Et donc, oui, cette sortie un peu du monde que je préconise pas non plus, chacun fait comme il sent, c'est-à-dire que
Certains veulent le faire à fond et ils finissent dans une hutte, dans une cabane dans la forêt, etc. C'est peut-être trop brutal et trop rapide. Il faut y aller progressivement. D'autres, ce qui est mon cas, gardent un pied dans le monde moderne, parce que d'abord, je ne sais pas, ça se trouve, je me plante, ça se trouve, il n'y aura pas de pénurie de pétrole, je ne sais pas comment, mais il n'y aura peut-être pas de problème énergétique. Effectivement, on sera 100 milliards, et puis ça va être génial de se bousculer tous les matins. Bon, ça veut dire qu'on ne paiera plus pour les massages, il n'y a qu'à sortir, et puis on se bouscule les uns les autres. Peut-être ça va être génial, et que donc à ce moment-là, moi je n'ai pas le droit d'imposer mon mode de vie, par exemple, à mes enfants. Mes enfants, je leur donne un accès à la campagne ici, je leur montre comment je fais mes légumes, machin, je leur donne une compréhension de la réalité de la nourriture, des animaux, etc. Mais je leur dis pas « Attention, tu vas mourir bientôt si tu fais attention !» C'est la fin du monde. On n'est pas dans un mouvement... Moi, je ne veux pas faire de secte, je ne veux pas faire peur, ni à mes enfants, ni à quiconque d'autre. Alors après, peut-être que inconsciemment, il se passe quand même des angoisses que je véhicule. Et oui. Oui, parce que c'est quand même un peu anxiogène. Oui, c'est anxiogène. Tu parles pas de... C'est pour ça d'ailleurs que je fais aussi pas mal d'humour. De toute façon, c'est en moi, mais oui. C'est un sujet lourd quand même, pesant, tu vois. C'est pour ça que le livre sur lequel je travaille, mon prochain gros bouquin, ça va être sur la peur. Comment on gère ses peurs. Moi, je pense souvent aux gars... Bon, la campagne, c'est bien. C'est déjà le mec, il est hors des grandes villes, il est dans la campagne. Il peut déjà mieux se démerder. Quelqu'un... Il y en a des masses qui vivent dans des immeubles, qui n'ont pas une thune, qui gagnent soit le SMIC ou soit qui sont au chômage, et qui galèrent pour finir les fins de mois, ou la fin de mois commence à partir du 3. Alors, c'est plus effectivement la zone géographique et le train de vie, plus que les revenus, parce qu'il y a des gens qui se débrouillent à 300 € par mois dans la campagne, parce qu'ils produisent une grande partie de leur nourriture et qu'ils n'ont pas beaucoup de frais dans leur logement, de transport, etc. Donc c'est très... Ça dépend. Parfois, des gens, effectivement, ils n'arrivent pas à s'en sortir en ville parce qu'ils ont les coûts liés à la ville. Le transport, la bouffe qui est chère, etc. Parce qu'en fait, les zones les plus pauvres, par exemple en France, sont les zones agricoles. Ce ne sont pas du tout les zones urbaines. Même les soi-disant banlieues sont bien plus riches en termes de revenus mensuels que la Creuse ou des zones rurales où les paysans, en fait, ils ne gagnent pas d'argent, mais ils vivent sur son propre travail. Donc il faut voir souvent que la pauvreté ou même le sentiment de se retrouver démuni, c'est très relatif. Ça dépend vraiment de comment on vit. Encore une fois, je connais plein de gens qui se plaignent, mais j'ai pas beaucoup d'argent, mais ils ont un écran en plasma, ils ont un monstre frigo taille géante, une voiture quittée avec des ailerons. Ils surconsomment. Voilà, ils regardent tous les jours la télé, ils ont des consoles de jeux. Ouais, bon, c'est un choix aussi, mais je dis pas que c'est leur faute, je dis pas que c'est des idiots. On les a programmés pour être comme ça. C'est dur pour quelqu'un qui entend ce que tu dis. Je sais aussi, que c'est dur. Même si t'as raison, mais c'est dur parce que le mec est en train de se dire que non, je suis libre, j'achète ça parce que je suis libre, je fais parce que j'aime bien, j'écoute cette musique parce que je l'aime, je regarde ce film parce que je l'aime. Enfin, c'est toujours en fait un sentiment de liberté qu'ils ont. Hélas, c'est la beauté du système de consumérisme, c'est qu'en fait, là où le système productiviste qui était critiqué par Marx, par exemple, c'était lui voyait que les gens qui jouissaient de la production industrielle n'étaient pas ceux qui la produisaient. Et donc il disait ça va péter, ça va amener des révolutions, des luttes de classe. Mais aujourd'hui, d'ailleurs un Français qui s'appelle Kluskar en avait parlé déjà au début des années 70, il avait dit, mais aujourd'hui, dans le système consumériste, celui qui est producteur, l'ouvrier par exemple, il jouit de sa propre production. C'est-à-dire que quand il fabrique une bagnole, déjà à l'époque de Ford, il peut se la payer, la bagnole qu'il a fabriquée. C'est plus comme à l'époque où tu regardais dans les vitrines les trucs que tu avais construits, mais tu ne pouvais jamais te les payer. Oui. Là, tu peux te payer ta bagnole. Tout à fait. Tu peux aller en vacances à Ibiza. Avec un low cost. Tout est relatif. Avec un low cost, tu vas en vacances aujourd'hui. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas pris de vacances. D'accord, mais je t'assure que avec des vols à 20 €, si tu prends longtemps à l'avance, tu peux aller dans plein d'endroits du monde, dans des hôtels pas bon marché. Quand j'étais en Italie avec Ryanair, où tu as l'impression que l'avion va se cracher toutes les 2 minutes, effectivement c'était 20-30 €, tout ça. Pourtant j'avais été pour le travail aussi. Mais Et donc tu vois, en fait, le niveau de vie de quelqu'un qui est pauvre en Europe aujourd'hui, il est supérieur
dans sa capacité à voyager, dans sa capacité à consommer, à se divertir, il est supérieur de celui d'un noble il y a 2 siècles. Il y a quand même un vrai... Tu vois, il y a des gens, et on le voit, qui partent en vacances. Dès qu'il y a des vacances, ils y vont, les vacances d'hiver, les vacances d'été, toutes les vacances possibles et inimaginables, les jours fériés, tout ce que tu veux, ils partent. Et tous les gens, enfin, pas tous, beaucoup de gens font la même chose parce que les routes sont blindées, les lieux touristiques sont blindés. Et puis tu as une autre classe, en fait, qui, eux, ne font jamais ça, en fait. Ils ne peuvent tout simplement pas sortir. Alors, il y a ça aussi. Mais pour terminer sur ton point qui était très juste, c'est que la question du libre arbitre... Oh, doucement! La question du libre arbitre, elle se pose, et elle se pose dans la question, c'est quand on choisit de consommer quelque chose, est-ce que c'est nous qui choisissons vraiment en pleine conscience, c'est un grand sujet la pleine conscience, Absolument. ou est-ce que c'est quelqu'un, ce qui nous l'a mis dans la tête par la publicité, par le marketing, par l'éducation, lorsqu'on a été programmé, aujourd'hui, le rôle de l'école, par exemple, n'est plus de nous donner des notions, on nous parle d'apprendre à vivre ensemble, en fait c'est de la propagande totale, dès le plus jeune âge, dès la crèche. Et donc, sous toujours prétexte de bons sentiments, on va nous faire une certaine propagande qui nous prépare à être des bons petits consommateurs, des bons petits producteurs serviables et soumis. Comme je dis souvent, il n'y a pas plus esclave que celui qui se croit libre. Exactement. Alors ça le vaut pour moi aussi, parce que moi je me pose la question parfois, je me dis bon, voilà, je dois refaire le jardin, j'ai besoin d'engrais, je vais l'acheter. Mais peut-être qu'il y a des moyens d'en faire un petit peu plus soi-même, ce qui est le cas avec le compost, mais j'en ai pas assez, parce que je bouffe pas assez, malgré mon apparence, pour pouvoir avoir suffisamment de compost pour tout mon terrain. Donc je dois acheter un petit peu de terreau, de compost. C'est là la puissance du système aussi, c'est que tu es quand même obligé de consommer. Tout à fait. Mais voilà, c'est pareil avec la banane qu'on a mangée ce matin au petit-déj, que je vais fertiliser le sol. Je vais amener un petit peu de potassium, mais pas beaucoup. Donc on est obligé de faire au mieux et d'être flexible. Alors, il y a des gens qui me disent non, il faut être rigide, il faut être intransigeant avec le système. Alors, c'est peut-être mes origines italiennes. Moi, j'aime bien l'arrangement, j'aime bien le côté flexible, j'aime bien le côté fluide. C'est-à-dire que, tu vois, moi, la charge, la chevalerie, on va mourir pour l'honneur, c'est pas mon truc. Je suis italien. Alors, il y en a qui vont dire, oh, t'as pas de couilles, t'es pas courageux, il faut aller au front, il faut aller direct, Che Guevara. Ouais, mais je préfère être là pour la prochaine bataille que de mourir pour la gloire dans la première. Tu vois, parfois il faut survivre pour combattre encore plus. Allez, je vais faire un truc qui va nous faire des amis, mais vraiment, c'est pas ça. C'est que, tu vois, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a beaucoup de juifs qui ont fini dans des camps. Surtout dans les pays d'Europe de l'Est, en Pologne. Oui. Et beaucoup ne s'imaginaient pas que ça allait être la merde, finalement, pour des camps, qu'ils allaient finir par mourir de maladies, de froid, de maltraitance, etc. Ils disaient non, mais bon, ça va s'arranger, etc., etc. Il y en a qui se sont dit non, putain, nous on va pas se faire choper, et ils ont fui dans les forêts et dans les marécages de Biélorussie, d'Ukraine. Et ils ont piqué des armes, ils ont réussi à s'armer, ils ont combattu pendant toute la guerre. Alors ils ont morflé sévère, comme les autres, ils sont morts, il y a eu maladie, mais aussi combat, crever la dalle parce que tu peux faire dans ces trucs. Mais au moins, ils sont morts libres. Ils sont morts en se battant, ils sont morts en faisant quelque chose. Ils ne sont pas morts dans un camp impuissant. Et il n'y a rien de pire, je trouve, pour un homme, puisqu'on est surtout l'homme masculin, hein, le mâle, il n'y a rien de pire que se sentir impuissant. Et ça, c'est le gros problème du système consumériste, c'est quand on se rend compte qu'on est dedans, on se rend compte qu'on est impuissant. Et donc, il faut se sortir de cette impuissance en faisant quelque chose. Alors, si ça se trouve, c'est peut-être une illusion. Faire son potager, obtenir son autonomie, oui, c'est génial et tout, mais peut-être qu'au fond, c'est futile. Mais peut-être toute la vie est futile après tout. Mais j'ai une vie plus agréable que si j'étais toujours esclave. Ouais. Bah, en soi, si c'est juste manger, boire, rire, pleurer, baiser, tout ça, machin truc, effectivement, la vie n'a aucun sens. En soi, ça n'a aucun sens. Si juste faire ça, tu fais des enfants, bon,
tu vis la maladie, tu survis finalement. Ouais. Effectivement, c'est d'ailleurs pour ça que la foi en Dieu, la religion, nécessaire. donne un but à ton Après, la existence aussi. spiritualité Parce que est fondamentale. Ça veut dire que s'il n'y a que ça, tu ne retrouves même pas tes enfants, tu ne retrouves même pas ta femme et tous les gens que tu aimes, tu ne les retrouves même pas. Finalement, tout ça n'aura servi à rien. Or, effectivement, il y a une perspective éternelle dans le point de vue catholique quand même. Oui, alors effectivement, le but de la vie biologique, c'est de transmettre ses gènes à la génération suivante. Bon. Le but, peut-être, si on rajoute l'aspect économique, c'est de permettre un confort légèrement supérieur ou plus efficace à la génération suivante qu'à la sienne. Et encore, ça se discute, parce que parfois le confort, il nous rend faibles, alors que l'adversité nous rend forts. Donc c'est ça le paradoxe de l'être humain. On est ramolli par le confort et on est aguerri par la difficulté, c'est comme ça. D'ailleurs, on n'apprend que dans les période difficiles de la vie. Et que les tartes dans la gueule, ça on donc, apprend. à vouloir protéger ses gosses, c'est leur faire un gros disservice. C'est pour ça qu'il y a cette tradition, tu sais, ce qui est beau dans le système économique, à part ça libéral, c'est qu'on parle toujours on dit toujours, les riches, ils ont beaucoup d'argent. Généralement, en trois générations, les petits-enfants des riches deviennent pauvres, et ça tourne, parce qu'en fait, les enfants des riches sont surprotégés, et les petits-enfants des riches, ils sont tellement surprotégés qu'ils deviennent incapables, et ils perdent tout, ils ne savent plus gagner de l'argent, et ils finissent par être déclassés. Donc il y a souvent ce cycle de richesse, en anglais on dit short sleeve to short sleeve in 3 generations, c'est-à-dire, parce que le short sleeve c'est l'ouvrier, tu vois, l'ouvrier manuel qui est obligé de travailler dehors en chemise courte, et ils disent voilà, en 3 générations, tu reviens au point de départ. Et c'est pas faux. C'est pas faux. Je vais faire un petit comeback. Comeback, c'est de l'anglais. Ça fait intelligent quand je fais ça. Tout à l'heure, tu parlais de surpopulation. Et c'est un paradoxe ou pas, tu vas répondre, tu as quand même plusieurs enfants. 4 et un chien, et un chat. Et je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui ne se permettent même pas d'en avoir autant. Alors là, je pense que c'est étrange parce qu'on nous dit les enfants ça coûte cher. Moi, j'ai pas cette impression. D'accord. Et plus tu as des enfants, plus tu as des économies d'échelle. C'est-à-dire qu'ils se passent les vêtements de l'un à l'autre. Alors ça prend du temps, parce que les torcher, les laver, les nourrir, les habiller. Bon. Mais en fait, c'est pas très cher parce que d'ailleurs les gens le font. Il y a tellement de gens qui ont un seul gosse et après ils jettent les vêtements. Toi tu peux récupérer, il y a plein de trucs où tu peux récupérer des trucs gratos, des vêtements, etc. Entre potes, on se les passe. Ou ils la vendent sur le bon coin. Voilà, ma femme, elle a passé les vêtements aux autres et on en a reçu plein d'autres, etc. Donc à la fin, tu as quand même des fringues qui reviennent. Par exemple. Oui, parce que c'est cher, tous ces trucs pour gamins. Après, un enfant, ça mange pas beaucoup. Jusqu'à 12-13 ans, après, ça devient des ogres. Mais avant, ça bouffe. Tu cuisines un tout petit peu plus, et puis voilà. Au-delà de l'aspect économique, il y a tout de même que faire des enfants, finalement, selon ta thèse, c'est selon ce que je comprends, c'est entre guillemets mal, puisqu'il y a une surpopulation. Alors c'est là où on va rentrer dans le politiquement très très incorrect. Oui, parce que faites des enfants ou pas? Si vous êtes intelligent et avec des gènes extraordinaires, faites beaucoup d'enfants. Si vous êtes abruti et con, faites-en aucun, voire suicidez-vous. Mais le con ne sait jamais qu'il l'est. C'est ça le problème. C'est le problème des gens qui sont cons. C'est comme avec les morts, c'est qu'ils font ils causent plus de peine à leur entourage qu'à eux-mêmes. Et je connais personne qui se dit, moi je suis pas con, et il va même te dire, les gens c'est des cons. Il oublie lui-même que finalement il en est un. C'est pour ça que en fait, les civilisations humaines, elles fonctionnent par cycles, des cycles d'expansion, qui finissent généralement par avoir une explosion du confort et donc qui bénéficient proportionnellement plus aux gens pas intelligents, qui vont se reproduire proportionnellement plus que les gens intelligents, et qui amènent le système à s'effondrer à la base, parce que tu as besoin d'une base... C'est très rare les civilisations qui arrivent à garder un équilibre qui fonctionne. Et comme ça s'effondre, les gens idiots meurent plus que les gens intelligents redémarrent, et ça recommence un cycle. Et les gens idiots, tu veux dire aussi les classes les plus basses, les plus... Alors ça c'est là où c'est hyper politiquement incorrect, parce que les gens de gauche vont dire les gens sont pauvres parce qu'ils sont exploités. Moi je dis non, les gens sont pauvres parce qu'ils sont issus de plusieurs générations de gens qui ont fait des mauvaises décisions. Absolument, c'est vrai. Et donc, de gens pas très intelligents. C'est les conséquences de leur mauvais choix. C'est les conséquences de mauvais choix. Alors toi, tu nais pas très intelligent parce que tes parents sont pas très intelligents. Excuse-moi. C'est pas ta faute, mais enfin, voilà, est-ce comme ça. Est-ce que ça devient une excuse pour les asservir?
C'est-à-dire, d'ailleurs, bon, ça c'est une vraie question. Je connais tes points, tes opinions sur le plan religieux, mais tout de même, dans la foi catholique, tu vois, c'est Dieu qui s'est fait homme pour venir. Il s'est fait tout petit, microscopique, c'est-à-dire, t'imagines Dieu, un Dieu éternel qui est dans l'éternité, à la fois dans le passé, dans le présent et dans le futur, qui se fait fourmi, entre guillemets, et pour nous, qui n'avons rien demandé, qui sommes complètement à la ramasse. Est-ce que finalement, c'est pas ça l'exemple? Alors là, c'est une vraie question que tu poses là, parce que alors, moi je suis atypique, moi je crois dans la liberté. Donc je veux pas qu'on me fasse chier, mais je veux pas aller faire chier les gens. Donc je n'ai pas envie d'aller exploiter les gens ou d'utiliser leurs conneries contre eux. C'est pas le cas de tout le monde. Je te jure. Après, dans une culture, effectivement, et ça c'est la grande beauté morale du christianisme, contrairement à beaucoup d'autres religions, en tout cas de cette région du Moyen-Orient, c'est qu'en fait, on va te dire, parce qu'entre celles qui te disent exploite à fond les autres parce que voilà, c'est du bétail, entre ceux qui disent faut pas réfléchir, faut que tout le monde soit abruti et tout le monde fasse le même truc. Bon, là, il y a quand même une religion qui dit, ou en tout cas un message, plus que la religion, en tout cas le message du Christ de dire on n'est pas tous égaux, parce qu'il ne dit pas ça, mais il faut aider les autres. Voilà, sur le plan humain, oui, on est égaux parce qu'on est des êtres humains. On a une âme. Disons, Dieu dit, de mon point de vue, je vous aime tous. Bien sûr, tout à fait. Pas tous les dieux disent ça. Mais surtout, c'est cet aspect d'être charitable. Oui, tout à fait. Et moi, je crois que, justement, la liberté économique et la liberté sociale, elle fonctionne bien avec une société très charitable. Parce qu'à ce moment-là, tu vas voir justement les pauvres qui sont issus de familles qui ont des générations de mauvaises prises de décision, genre, tiens, voilà ton salaire, je le mets de côté pour payer l'éducation de mes enfants, ou je vais le boire et aller aux putes. Celui qui met de côté, il va dans une meilleure décision, il va dans une fructification de son bien, et donc une amélioration de ses conditions, et donc meilleure éducation de ses enfants, blablabla. Celui qui décide d'aller aux putes, ou parce qu'il ne sait pas résister à ses instincts et qui va claquer son fric, je caricature évidemment, il va boire son fric, mais pour faire simple, on n'est pas dans une classe. Tu fais bien de le dire aussi, parce qu'il y a des cons qui écoutent. Oui. Eh bien, il a une mauvaise truc, il va faire un gamin qui va abandonner, parce que la gonzesse, il va abandonner la gonzesse, donc il sera une fille mère, machin, donc le gamin, personne ne s'occupera de lui, donc il va avoir des tendances en plus d'être pauvre, d'être sociopathe, machin. Donc on crée dans un monde où la charité existe, celui qui a réussi, celui qui a, par son intelligence, son travail, ou même sa chance, parce qu'il était au bon moment, au bon endroit pour faire une bonne affaire, qui réussit, il va avoir une raison morale d'aller voir ces gens en disant, bon écoute, toi t'es orphelin, ta mère t'a abandonné parce que c'était une prostituée, ton père on ne sait pas qui c'est, il est parti, bon, écoute, je vais financer cet orphelinat pour qu'on te donne une bonne éducation, tu vas pouvoir venir travailler dans mes industries, tu viendras travailler, etc. Et si tu fais un bon boulot, si tu es méritant, je vais t'aider, par charité, parce que je sens ce besoin. Et puis même les gens autour de nous, ils vont se dire, ah lui il est bien, parce qu'il a gagné de l'argent, mais il aide. Donc il y a une pression sociale qui va dans le sens de la charité. Mais ça fonctionne dans une société qui est culturellement uniforme, qui était le cas des sociétés chrétiennes aujourd'hui. Aujourd'hui, je te dis, celui qui ferait ça aujourd'hui, la plupart des gens, ils disent, regarde, il est con, il claque son fric pour donner à des pauvres. Il est débile. Il y a l'État qui fait ça. L'État, il donne bien des allocations aux pauvres. Pourquoi tu te fais chier? Et donc, tu te déresponsabilises. Oui. Donc, tu n'as plus de charité. Tu dis, ah, mais de toute façon, l'État, il vient me voler de l'argent, ce qui est vrai. Oui. Et ensuite, il va en distribuer un petit peu, parce qu'il s'en prend beaucoup pour lui, mais il va distribuer un petit peu à des pauvres sous forme de rente. Et donc, la rente n'implique pas de résultat. Donc, le mec qui touche son RSA et son RMI, ou je ne sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui, soi-disant pour l'aider à avoir une reconversion, une formation, etc. Il n'y a plus personne qui donne l'argent direct, donc il n'y a plus personne qui s'en fout. Les gens, en fait, les mecs de Pôle emploi, ils s'en foutent de toi. Ils n'ont rien à branler que tu retrouves du boulot. Donc en gros, ils te mettent dans une situation de rente, où tu es habitué à toucher de l'argent tous les mois. Donc en fait, tu deviens dépendant du modèle, du système. Donc on te donne juste assez pour ne pas mourir. T'as une vie de merde, mais t'as aucun incentive pour t'en sortir, parce que, voilà, parce qu'avant, t'avais un mec qui disait, bon, toi t'es méritant, bravo, je te donne un job dans ma société, de trucs, mais toi l'argent que je t'ai donné pour t'aider à t'en sortir, tu l'as utilisé pour acheter un flingue et t'as fait un braquage. Donc toi tu pars au bagne,
et c'est fini. Et alors qu'aujourd'hui, bah ouais, monsieur, c'est pas moi, j'y peux rien, ouais, c'est pas moi qui l'ai braqué, c'est lui. Enfin, en fait, on a des système qui ne marchent plus parce que justement, on a et comme tu sais, je suis athée, mais je pense que les sociétés chrétiennes étaient très très saines. Absolument. Et même les sociétés musulmanes dans les pays d'islam, elles fonctionnent avec cet aspect aussi de charité chez elles. Alors c'est complètement différent, ça fonctionne différemment. Elles ont d'autres philosophies, mais en tout cas cet aspect-là, il fonctionne. C'est-à-dire que les pauvres, enfin, les gens qui ont de l'argent, ils doivent dans leur religion donner de l'argent à... Je connaissais le terme arabe, mais je l'ai oublié. Ils doivent donner de l'argent à une partie de leur argent, notamment pendant le mois de Ramadan, pendant les fêtes religieuses. Ils payent pour que les pauvres ne meurent pas, on leur finance un repas, etc. Donc il y a un aspect de donnant-donnant. Et il y a une obligation morale, pas forcément de la survie de tous, parce qu'encore une fois, les non-méritants, ils finissent éliminés, ce qui est en fait bien au bout d'un moment, parce que ça élimine les mauvaises graines au bout d'un moment. Mais ceux qui n'ont pas eu de chance parce qu'ils sont nés à cause d'un héritage mauvais, mais qui se prennent en main et qu'on aide et qui prennent l'opportunité, bah, tout d'un coup ils se remettent dans une bonne direction, ce qui fait qu'au bout de 2 ou 3 générations, et c'est le cas de grand nombre, en tout cas c'est le cas de mes parents, parce que mes grands-parents étaient des ouvriers dans les mines, dans les champs, et étaient pauvres, ils étaient ni propriétaires de terrain, ils étaient simples mineurs dans des mines de ciment en Italie. Ils ont mis aux études leurs enfants qui ont bien réussi, ils sont venus en Suisse. Bon, moi, j'ai la chance d'avoir eu des bonnes études et j'ai roulé ma bosse et machin truc. Et voilà, je suis pas mineur parce qu'il y a eu des bonnes décisions et parce que peut-être il y a eu aussi un environnement qui a pu aider les gens mais aussi parce qu'ils ne se sont pas laissés faire. C'est-à-dire que le mineur, les mineurs de cette époque-là, ils sont allés voir les patrons en disant bon, les mecs, vous ne nous payez pas assez parce que nous, on fait un boulot, on se pète le dos. Une fois à 60 ans, quand on peut plus bosser parce qu'on s'est pété le dos, vous nous laissez crever. Donc on veut une retraite. Donc on veut, en plus du salaire, que vous cotisiez, et on veut bien nous aussi cotiser une partie de notre salaire pour avoir une retraite. C'est comme ça qu'effectivement, il y a eu des gains sociaux. Mais ces gains sociaux, c'est des combats de force entre un employeur et un employé. C'est pas forcément l'État qui vient en disant « Oh, regardez comme je suis cool, je vous prends votre argent pour enfiler à d'autres. » Cette redistribution par l'État, c'est du vol, c'est immoral. Alors que le rapport de force entre un employé et un employeur, il est tout à fait moral, il est tout à fait légitime. Parce que celui qui dit « Je veux la liberté », ça ne veut pas dire l'exploitation de quelqu'un qui a de la richesse contre les autres. Et on en revient à ta question, au contraire. Moi, je n'aime pas du tout l'exploitation. Comme je n'aime pas l'esclavage, c'est bien pour ça que je n'ai pas d'esclaves dans mon jardin. Maintenant, je voudrais qu'on revienne au sujet de l'économie, déjà parce que je fais ce que je veux, et puis c'est très bien. et puis c'est bien, tu vois. Et on a parlé de la bulle, en fait. On a parlé d'économie, tu vois, la bulle. Qu'est-ce que la bulle, que les gens comprennent bien? Alors, en économie, on parle de bulle lorsque il y a généralement des spéculations sur l'avenir qui sont exagérées. Parce qu'évidemment, on spécule sur l'avenir tout le temps en se disant, je vais faire certains travaux dans ma ferme cet hiver parce que je spécule, j'imagine que ce printemps, j'aurai besoin de ce que j'ai préparé pour plus produire, mieux faire, etc. Dans les marchés boursiers, on spécule en disant, je pense que cette entreprise ou ce marché ou ces produits vont avoir des conditions différentes plus tard dans le futur, les prix seront plus hauts ou plus bas, ou il y aura plus de production ou moins bonne, etc. Et en fonction de ces spéculations, on va miser sur l'augmentation de valeur ou pour certains sur la baisse de valeur d'une entreprise, d'un produit, machin, etc. Et ça, jusqu'à un certain point, c'est assez sain parce que on peut se dire, l'argent que j'ai mis de côté de mon travail, je vais l'investir dans cette entreprise parce que j'y crois, je pense qu'elle va aller bien. Tu peux même investir dans l'entreprise de ton employeur et devenir actionnaire de ton entreprise, de ton employeur. Alors ce capitalisme, on va dire, de grand-papa, ça marchait très très bien, avec des hauts et des bas, avec des phases d'expansion, des phases de moins bonnes, mais ça restait raisonnable. Le problème, c'est que puisque il y a une irrationalité dans l'être humain et l'appât du gain, on a toujours l'intention, et je ne parle pas des petites gens parce que leur impact est négligeable, mais même chez des gens très fortunés ou des organisations très riches, très puissantes, on va avoir tendance à dire
cette entreprise, elle marche bien, ce produit, il y a une forte demande, Oui. je vais faire en sorte d'investir dedans et de créer encore plus de demandes et d'aller au-delà du raisonnable, au-delà de la raison. Et donc on va se retrouver avec justement une bulle, un truc qui augmente très très vite et qui finit par éclater lorsque la réalité les rattrape. C'est-à-dire que tout d'un coup on dit, bon, bah, maintenant tout le monde veut des voitures qui 4x4. Alors on pousse, on dit, ah, les 4x4 c'est génial, t'as l'air bien, alors tu fais la pub avec le mec, moi j'ai une 4x4, j'ai la jolie gonzesse, enfin, voilà, tout le monde veut sa 4x4, tout le monde, alors les mecs ils produisent des 4x4, des 4x4, des 4x4, sauf qu'au bout d'un moment les gens pour une raison ou l'autre, bah, et puis dans les rues c'est chiant d'être en 4x4, ça pollue, ça coûte cher, etc. Le prix de l'essence monte, les gens veulent plus des 4x4, et toi tu te retrouves avec des usines qui fabriquent des 4x4 que personne n'achète. Donc tu perds de l'argent, donc tes actionnaires vendent les actions, ton prix ton action en bourse baisse, tu paniques, tu dis merde, il faut qu'on reprenne le truc. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On vire la moitié des ouvriers qui se retrouvent au chômage, et donc tu as créé une crise économique à partir d'un truc spéculatif. Ouais. Je résume. Hein. Ouais. Alors récemment, on en a eu deux belles. Moi, j'ai vécu la crise, la bulle Internet, c'est-à-dire que dans les années 90, il y avait eu. Internet était nouveau, enfin plutôt le web était nouveau, donc il y avait plein de sociétés qui avaient des logiciels et des services autour d'Internet, et donc comme tout le monde montait ça comme étant un truc extraordinaire, Internet, ça va faire ta lessive, ça va gérer ta maison, ça va piloter ta voiture, mais on était 20 ans trop tôt. Aujourd'hui, ça commence à faire tout ça, mais à l'époque, on spéculait, donc il y avait des entreprises qui dépensaient beaucoup d'argent, et qui gagnaient pas un sou, mais qui dépensaient beaucoup d'argent, et qui étaient... Les médias en parlaient en disant « Ah, cette société elle aura beaucoup d'avenir ». Alors les gens, ils achetaient. Les actions, elles montaient en bourse. Les gens s'endettaient pour acheter des actions en bourse. Et puis au bout d'un moment, on s'est rendu compte « Ouais, mais cette boîte, elle n'a jamais rien vendu. » Ou le marché n'est pas aussi grand qu'on pense. Donc, pouf, ça se plante. Et là, ceux qui sont endettés, ils se retrouvent avec des dettes, ils sont ruinés, etc. C'est arrivé à beaucoup de gens. Ensuite, la bulle suivante, il y a eu la bulle spéculative ce qu'on appelait les subprimes sur, Et c'est là où justement le lien avec les gens qui ne sont pas toujours très fut-fut et qu'on manipule est vraiment injuste et vraiment... qu'on fait nos systèmes. Oui, mais qu'on exploite et sur lesquels, au contraire, au lieu d'avoir de la charité, on a l'inverse. Je ne sais pas quel est l'inverse de la charité, mais c'est de l'exploitation. Ouais, c'est ça, c'est l'esclavagisme de temps moderne. L'usure sur les gens. En fait, on a combiné, en fait, des sociétés immobilières et financières aux États-Unis ont proposé à des gens qui avaient très très peu de revenus et une instabilité de travail, de famille et tout ce qu'on veut, de quand même pouvoir devenir propriétaire et d'acheter une maison. Et on leur prêtait de l'argent à des taux très préférentiels, en sachant très bien que la plupart n'allaient jamais pouvoir rembourser. Mais comme on titrisait, c'est-à-dire qu'on allait coter en bourse leurs dettes, mélangées avec des dettes de gens qui avaient des maisons et qui avaient des bons boulots et qui pouvaient se mélanger, en gros, on packageait, on faisait un produit ficelé, on ficelait une sorte de saucisson dont l'intérieur, la viande qui en composait l'intérieur était en partie pourrie mais en partie bonne, et en fait on disait non mais en fait c'est très bien parce que le risque est faible. Et on a titrisé ça, malheureusement, ils ont mis trop de saloperies dans le produit qui a commencé à vraiment se sentir mauvais, et entre 2016 et 2008 ça s'est effondré. Et ça a eu des ramifications sur énormément de banques qui se sont retrouvées à devoir en fait rembourser se sont retrouvées avec des actifs, notamment immobiliers, donc qui valaient rien, puisqu'il n'y a plus personne. Et puis, vous savez, on dit toujours l'immobilier c'est un bon investissement. Ça dépend. Si tu y habites dedans et que tu t'en fous et que tu n'as pas besoin de déménager, ça va. Que la valeur de ta maison soit d'1 million d'euros ou zéro, tu t'en fous, tu es dedans. Ouais, bien sûr. Mais si tu as acheté 3 maisons parce que tu te dis elles vont prendre de la valeur, ou alors je les loue, et puis qu'il n'y a plus de locataires, et qu'il n'y a plus personne qui habite autour, il n'y a personne qui va les acheter, mais toi tu as quand même des frais, parce que tu t'es endetté pour avoir ces maisons, et là tu dois les vendre à prix bas et tu es ruiné. Donc en fait on a eu une bulle immobilière qui a explosé, qui a amené la chute de plusieurs banques, qui a été une catastrophe incroyable en 2008, et qui a été récupérée par l'intervention de l'État, qui a distribué de l'argent à tout le monde, surtout aux banques qui avaient fait faillite, et qui a récupéré le truc en créant une bulle encore plus grande dans laquelle on est aujourd'hui, qui est en fait une bulle de la dette. C'est qu'en fait aujourd'hui, tous les États, toutes les grandes institutions bancaires, financières sont incroyablement endettés, et
Ils s'en sortent parce qu'on a des taux d'intérêt, donc le coût de la dette il est presque de zéro. En fait, là, politiquement, on a fait pression pour que les banques centrales baissent leur taux d'intérêt à quasiment zéro, ou à même négatif dans certains cas. Mais le taux d'intérêt, c'est le coût de l'argent. Et si le taux d'intérêt est à zéro, si le coût de l'argent est à zéro, on va investir dans n'importe quoi. Donc tôt ou tard, il va y avoir des investissements qui n'avaient pas de sens, qui vont tomber. On se rend compte qu'on n'arrive pas à rembourser parce que la dette est trop grande. Pour freiner un petit peu ces exubérances, les taux d'intérêt vont devoir augmenter. Et un taux d'intérêt qui augmente même d'un tout petit peu sur une dette colossale, ça commence à coûter très très cher. Et ça met face à l'impossibilité des banques ou des États de s'en sortir. Et donc là, on aura une crise gigantesque qui est en train de se préparer. Oui, il y a un petit bourdon. Ouais. Je vais le mettre dehors, le pauvre, parce qu'il ne faut pas qu'il meure, il va mourir s'il reste à l'intérieur. Et ça veut dire que ceux qui nous contrôlent, nos vrais maîtres, c'est évidemment pas Macron, le gouvernement, tout ça, c'est ces gens-là. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça... Eux, en général, contrôlent les moments où les crises tombent ou pas, parce qu'eux, ils arrivent à sortir ou se placer dans des actifs qui ne vont pas trop baisser, pour pouvoir ensuite, quand ça repart, revenir. Le problème, c'est est-ce que ça va repartir après ? Parce qu'on a quand même des ressources qui commencent à manquer, on a quand même parfois des moments où ça ne repart pas. Il y a des pays qui ont eu des crises économiques, prends l'exemple de l'Espagne. Oui. L'Espagne a été le pays le plus puissant au monde au XVIe et au début du XVIIe siècle. Les mecs, ils ont conquis toute l'Amérique, ils ont ramassé tout l'or des Incas, des Aztèques, ils sont devenus hyper riches. Tellement riches qu'ils n'avaient plus envie de bosser. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup d'Espagnols sont allés aux Amériques, c'est parce que les riches Espagnols, ils disaient, mais attends, j'ai plus envie que mes paysans bossent la terre, j'ai qu'à acheter ma bouffe qui vient des Pays-Bas, de France, de machin, puis les paysans, on les laisse crever. Alors, les paysans, ils sont partis en Amérique, ils sont partis en Mexique, en Amérique latine, etc. Et ce faisant, il n'y a plus personne qui bosse. Au bout d'un moment, le pays s'affaiblit. Il vit sur ses réserves d'or, ça crée de l'inflation, tout devient de plus en plus cher parce que tout le monde a de l'or. Et puis au bout d'un moment, le pays est devenu en déclin économique et ils se sont tapés une crise économique qui a duré 400 ans. Et donc ils sont sortis de la crise économique en 1985. C'est quand même un truc de dingue. Ils ont une crise économique de pratiquement 400 ans. Qui sont les personnes alors qui sont aux manettes ? Les noms, prénoms. Alors, il y a un monsieur Jean-Claude Duss. Ouais. Alors, le problème, c'est que si on donne les noms, on a intérêt à avoir des preuves très très précises, très tangibles, faute de tout de même procès, etc. Des familles. Il y a des grandes familles, il y a mais en général, si je vous donne les noms, soit vous le savez et vous dites « Ah ouais, bien sûr », soit vous ne le savez pas et vous n'y croyez pas. Donc, moi, ce que je dis toujours aux gens, c'est moi, mon job, c'est pas de pointer le doigt sur « Ah, c'est lui le coupable, allez lui couper la tête ». Moi, mon job, c'est vous expliquer comment vous démerdez avec ma modeste expérience dans un projet d'autonomie. Donc, à cause de la justice, tu ne peux pas... C'est pas une question de la justice, c'est pas à moi de dire lui, elle. Faites vos recherches, vous les trouverez facilement. Et après, vous vous direz, bon, qu'est-ce que je fais ? Je prends mon fusil, machin, tout ça. Ou t'as trop à perdre et à la fin, cultive ton jardin. Donc, en plus, ces gens ont du pouvoir parce qu'on veut bien le leur donner. Il y a un côté satanique de ce côté-là. Il y a un côté tentateur. C'est-à-dire qu'au fond, eux, ils vont te dire, mais nous, on vous a pas mis un pistolet sur la table pour acheter la dernière tablette. C'est eux qui nous imposent ce système. Exactement, c'est subtil, mais on est aussi partie prenante volontaire. On est des esclaves volontaires. C'est ça qui rend le système puissant. On pourrait aussi dire que finalement, l'homme est quand même faible, il est facilement corruptible et orientable. Au final, ils exploitent juste nos faiblesses. Encore une fois, c'est pour ça que je disais qu'ils savent très bien comment on fonctionne, ils savent très bien qu'avec un système pareil, quand il va s'effondrer, ils seront toujours aux manettes et que finalement la révolution ou la guerre leur servira toujours de toute façon. Et que ce monde est, d'ailleurs, c'est pas un hasard, c'est de façon théologique, ce monde est celui de Satan, tu vois. Je vois, et puis aussi, c'est pour ça que rendez à César ce qu'il y a à César, c'est qu'il y a un moment où, quand tu es dans le spirituel, il y a un moment où tu dois te détacher de la gestion du monde. Parce que c'est pas ton rôle, et puis tu vas être confronté à des choses qui sont pas de l'ordre spirituel. Alors après, la morale, elle est importante. Comme on disait tout à l'heure, la morale, elle détermine ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui est tabou, ce qui se fait, ce qui se fait pas. Ils orientent notre morale aussi. Aujourd'hui, on appelle
de plus en plus ce qui est mal, bien, Oui. hein, l'inversement des valeurs, Oui. etc. Donc, Oui, il y a un projet satanique. devient Il y a un compliqué. projet satanique. Alors, qu'il soit réel ou symbolique, peu importe, il y a cette inversion des valeurs, elle amène dans des voies sans issue anthropologiques. Parce qu'à la base de la base, il y a l'anthropologie. Ça paraît très négatif, très pessimiste, mais c'est quand même une réalité tout ça. Oui, c'est une réalité. Mais j'imagine qu'un croyant peut interpréter ça comme étant une épreuve. Oui. Je sais que beaucoup de protestants évangéliques, non pas évangélistes. Il y a des catholiques évangélistes, Voilà. Évangéliser, c'est ça. C'est le prédicateur. Non, mais on l'avait présenté hier sur ouais. Linda Evangelista. Et qui vont te dire, c'est ce qu'on appelle les tribulations, c'est ce qu'on appelle la fin des temps, c'est ce qu'on appelle le choix de qui va s'en sortir, qui s'en sort pas. Ça, je sais, moi, ça, je botte en tout, je sais pas dire. D'un point de vue catholique, c'est vraiment une parenthèse, parce que c'est pas mon interview, c'est qu'en fait, cette terre-là, ça s'appelle, on l'appelle le premier purgatoire. En fait, il y a plusieurs niveaux de purgatoire, et en fait, elle t'apprend quoi? Ta propre misère. Ça veut dire qu'en fait, voilà ce qui se passe quand Dieu ne tire pas les ficelles, quand tu n'es pas dans la vision béatifique, quand tu n'es pas au paradis. Voilà ce qui se passe, voilà qui tu es vraiment. Le but étant de sortir de cette vie-là avec au minimum un tout petit peu d'humilité, car personne ne peut voir Dieu sans mourir à lui-même, c'est-à-dire en fait sans avoir aucune illusion sur soi. Tu sais que tu es une pauvre petite créature, tu sais que tu es souvent misérable dans ta vie, tu as fait des bonnes choses mais tu as aussi fait de mauvaises choses. Et voilà ce qui se passe, la vie devient un enfer quand Dieu n'est pas aux manettes, quand tu n'es pas dans la présence divine. Et donc elle t'apprend en fait qui tu es vraiment, qui tu es de plus en plus. Et là, c'est devant l'apparition du Christ, devant le retour du Christ à l'heure de la mort, c'est tout un examen de conscience énorme et qui justement, là tu as touché ta misère. Tu sais vraiment, parce que tu as vécu la guerre, tu as vécu la maladie, tu as vécu la mort, tu as vécu ceci, tu as vécu cela. Et en fait donc, c'est pas vraiment en soi une épreuve, c'est surtout un apprentissage, un purgatoire. Voilà. En gros. Oui, non, mais je comprends. Homère disait que c'est un vrai sens. C'est pas la destination qui compte, c'est le chemin. Et quelque part, dans ce que tu viens d'expliquer brièvement, le christianisme touche certaines philosophies orientales, du bouddhisme notamment, où en fait, voilà, on doit accepter à un moment que. Alors moi, je suis pas d'accord de dire la vie n'est que souffrance, c'est pas vrai. Mais enfin, tu dois accepter une forme de futilité de la vie, tu dois accepter une forme de non-sens de plein de choses. Tu dois accepter l'apocalypse est pour chaque génération en soi. Quoi. Bien sûr, il y a une fin du monde, chaque individu. Mais chaque personne vit sa fin du monde, et ses tribulations. Et c'est vrai que, bon, je vais prendre un exemple qui est un peu incongru, mais en école de vente, je me souviens qu'on nous disait, voilà, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui ont 30 ans d'expérience, parce que chaque année, ils ont amélioré ce qu'ils savent et qu'ils ont accumulé une connaissance sur 30 ans. Et puis, il y a des gens qui ont fait 30 fois une année d'expérience. Parce qu'ils n'apprennent pas. Oui, tout à fait. Et ils répètent, ils font toujours les mêmes trucs, Et c'est vrai que une vie hédoniste, elle a ses bons côtés. Hein. Je crois d'ailleurs personne, à part, je ne sais pas s'il y a des cultes qui refusent absolument. Peut-être les calvinistes n'aiment pas trop le plaisir, mais c'est un élément important de notre neurologie et de rechercher ce plaisir, surtout d'éviter la souffrance, mais enfin de chercher un certain plaisir, c'est très bien. Mais c'est vrai que si ta vie ce n'est que ça, si ta vie n'est que d'être un tube digestif et un sexe, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas beaucoup de sens, donc tu dois trouver autre chose. Mais généralement avec l'âge, alors ça va, tu vois, quand tu as 20 ans, tu veux t'amuser, la bamboule, la machin. Avec l'âge, tu commences à t'acheter, tu dis, ouais, bon, finalement, chaque week-end, une gonzesse différente, ou un mec différent, ça dépend pour qui. Bon, bah, au bout d'un moment, ok, bah, voilà, tu connais, tu as fait le tour, encore, tu commences à t'ennuyer, à te lasser. Absolument. Et donc, alors, l'idée de la morale, c'est que c'est un court-circuit, enfin, tu vas plus vite sur quelque chose qui fonctionne. Avec la notion bouddhiste à laquelle tu faisais allusion, il y a que deux sacrées différences, il y en a beaucoup des différences. Oui. Deux sacrées différences, c'est que déjà,
ils ne sont pas déistes, c'est-à-dire Sûr. ils ne défient pas Non. le Christ, qu'ils considèrent comme une sorte de gnostique, Oui, de personnage. Voilà, Eux, ils diraient une gourou, haute mais ça a une philosophie. connotation pas négative chez eux. Une haute philosophie, tout ça, mais c'est surtout que Dieu, c'est la personne carrément de Dieu qui se fait homme, qui meurt à la croix, il ressuscite Ouais, pour donner sa vie pour son prochain. Il n'y a pas du tout cette notion-là. Au minimum, c'est un très beau symbole de cette approche-là. Oui, parce qu'il n'y a pas de plus belle preuve d'amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Donc en fait, il montre voilà ce qu'est l'amour. C'est bien beau de dire je t'aime, mais celui qui se sacrifie pour les autres, là t'en es sûr. Je t'aime, ça veut Voilà, rien dire. voilà. Et puis tu as aussi la notion de l'au-delà, qui est que Surtout venant d'un politicien. il n'est pas question de retrouver ses proches dans le bouddhisme, c'est que Non, en fait tu te réincarnes perpétuellement pour atteindre un nirvana qui est tout à fait abstrait. Après ça, personne n'est revenu, on ne sait pas. Voilà, non mais dans le christianisme, il est question de retrouver tes proches pour l'éternité. Donc tu vois, c'est de ne pas revenir dans cet enfer. Et dans Hébreux chapitre 9, verset 28, il est dit, il est permis à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il n'est pas question de revenir indéfiniment. Mais voilà, c'est une petite parenthèse. Et de toute façon, on va arriver vers la fin. Ou au milieu, on ne sait pas. Ouais, au choix. J'ai quelques objets que je voulais te présenter. Et tu me dis ce que tu en penses. Voilà, donc des fois, c'est des objets qui peuvent paraître un peu cons, mais pas tant que ça, peut-être. Ah, le papier toilette, grande invention de l'humanité. Et on se moque parfois des survivalistes ont cette réputation d'avoir des stocks de trucs chez eux. Des stocks de bouffe, etc. Alors, toi, on a plutôt montré des images du potager, parce que l'idée, c'est de l'autonomie. Oui. Mais le stock, c'est le tampon qui permet, entre deux phases de production du potager, l'hiver, ou entre des moments de crise, de tenir. Donc moi j'encourage les gens qui s'intéressent, ils me disent toujours par où je peux commencer, j'ai pas beaucoup d'argent. T'as pas beaucoup d'argent? Est-ce que t'as 1 euro? Oui. Bon, bah t'achètes une boîte de conserve et tu la mets dans une armoire. Bien. Et ensuite, quand tu auras encore 1 euro, t'achètes une bouteille de flotte et tu la mets dans la même armoire. Puis petit à petit, tu auras 1 semaine de bouffe. Puis petit à petit, tu auras 1 mois de bouffe. Et tu sais quoi? Il n'y a pas besoin d'attendre la fin du monde. Si tout d'un coup tu perds ton travail et que tout d'un coup tu n'arrives pas à finir la fin du mois, eh ben, tu as 1 mois de bouffe dans ton armoire. Donc rien que d'un truc comme ça, il n'y a pas d'excuse, tout le monde peut le faire. Et y compris donc dans les réserves, le papier toilette, le papier hygiénique. Alors dans mes 7 éléments pour la survie, eau, nourriture, 3e, hygiène et santé. Hygiène et santé, ça commence par la prévention, donc être avec le meilleur système immunitaire, physique possible pour être moins malade possible, moins de problèmes d'articulation, mais aussi de maladies qui peuvent venir, etc. C'est un immense et vaste sujet. L'hygiène, c'est aussi garder une certaine propreté, ne serait-ce que certaines habitudes, parce que la réalité, c'est que pendant des milliers d'années, on s'est débrouillé sans papier toilette. C'est avec de l'eau. Mais avec de l'eau. Après, il ne faut pas se gourer de main, la main que tu manges, la main. Enfin voilà, il y a même des religions qui sont allées dans ce niveau de détail. Bon, c'était pas fait pour les gens les plus fut-fut, mais vraiment, il faut bien leur apprendre à faire des trucs. Mais enfin, très pratique, excellent objet de moyen d'échange. On sait tous dans les campings, les gens qui font du camping, qui font de la rando, tu arrives dans un truc, les mecs disent on n'a plus de papier toilette, t'en aurais pas? Bien sûr, voilà, tac. C'est des super trucs pour à avoir en stock. Mais je trouve aussi que c'est un beau symbole de l'avenir parce que ça va être la merde. Oui, là, puis il y a le trou noir cosmique de... Ah, tu l'as trouvé chez moi ou tu l'avais eu? Une orange. La banane. Alors, c'est un de mes fruits préférés. Le matin, café banane, c'est ce que je préfère. Ouais. Malheureusement, ça pousse pas dans nos latitudes, donc c'est aussi le symptôme, c'est aussi un exemple de nous avons besoin de transport, nous avons besoin d'une économie globalisée et complexe. Ça fait à peu près 1 siècle et demi qu'on mange des bananes en Europe, qu'on a de l'importation de bananes en Europe. Quand tu voyages, je crois que tu as voyagé dans les pays tropicaux, quand tu es au tropique, tu te rends compte que les bananes, elles ont un super meilleur goût là-bas qu'ici. Oui, c'est pas le même goût. Ouais. Ah non, elles sont plus petites. Elles sont petites, elles sont meilleures, elles sont sucrées. Mais enfin, c'est pas mal. J'aime beaucoup les bananes. Mais malheureusement, peut-être en cas de crise, il n'y en aura plus. Oui, parce qu'il y aura trop de bananes sur Terre. Et puis, malgré tout... c'est un bel objet. Gardons le sourire. C'est un bel objet. C'est un bel objet, la banane. Moi, j'aime bien. Ouais.
Puis ça contient aussi du potassium, c'est bien quand tu as des courbatures. Oui, potassium, autres. très bien. Dernier objet. Un crucifix. Alors tout beau, tout en fer forgé, on dit ça? Ouais, on peut dire ça. Ouais. C'est en Angleterre. Ouais. Mais alors je ne connais pas. Voilà, tout ce que je connais de l'environnement goth, c'est Dépêche Mode, mais tu vois, ça, c'est il y a longtemps. Alors, moi, je suis pas très bijou. Alors, par exemple, moi, j'ai une petit ornement qui me rappelle mes origines chrétiennes, et un autre qui me rappelle mes origines pré-chrétiennes. Ah oui, donc et ce qu'on appelle voilà. l'hellénisme. Et qui sont des rappels mémotechniques pour 2-3 choses pour moi. D'accord. Je trouve que c'est... alors, la croix, c'est un symbole relativement récent dans le christianisme. Avant, c'était le poisson, il me semble. Au tout début, parce qu'en fait, les chrétiens se faisaient tellement massacrer qu'il fallait trouver un nom, un objet, quelque chose, un symbole pour se repérer. Et donc, ça symbolise les eaux du baptême. Ça s'appelle l'yrtus en grec. Exact. Et la croix, c'est aussi un de ces symboles. Il y a 2-3 symboles géométriques. Oui. Basiques dans l'être humain. Il y a effectivement la croix sous différentes formes, il y a différentes formes de cercle, il y a différentes formes de triangles, etc. Et c'est vrai que moi j'ai une culture d'origine catholique. Après, je crois que l'Église Vatican II est assez repoussante en fait. Pourquoi ? Tout d'abord, elle a mis en place une doctrine de faiblesse qui je crois, n'est pas dans les textes chrétiens, en fait, mais qui a appliqué C'est la même liturgie, sauf qu'elle est en français, enfin, parce qu'elle est la France, mais sinon, elle est pas en latin. C'est pas la liturgie l'Eucharistie est toujours là, la dogmatique est toujours là. Non, c'est pas la liturgie qui me gêne, c'est la gestion et les messages, les encycliques, les trucs qui sont de plus en plus dans la faiblesse et dans la... enfin, ça correspond pas à mon âme, quoi, dans le post-Vatican II. Après, voilà, j'ai aussi une approche, bien que j'ai une approche spirituelle de la vie, voilà, je me suis beaucoup éloigné de la religion en général. Ouais. Beaucoup de gens en sont dégoûtés, mais ça, à mon avis, et puis aussi par mon travail, je suis convaincu, et je dirais même, je sais, c'est ma conviction, que ça vient avant tout de la maçonnerie, en fait, à travers la laïcité en 1905, où là, finalement, toute l'Église catholique s'est effondrée, et avec Vatican II, elle a essayé de se remettre au goût du jour, mais elle est tellement infiltrée de partout, attaquée de l'intérieur comme de l'extérieur, que finalement, il faut continuer à la soutenir, parce qu'elle est vraiment, vraiment attaquée, et on a un super pape aujourd'hui, qui fait de grandes œuvres, qui fait de belles choses, et qui participe à une réforme à venir aussi. Ah, on a trouvé un point où on n'est pas d'accord. Ouais. C'est bien. Si, Je ne déteste le pape d'aujourd'hui. Ouais, mais lui, il t'aime. En tout cas... je ne mangerai pas de ce pain-là. Merci d'avoir donné ton avis sur tout ça. Je pourrais te montrer des crucifix que j'ai dans cette pièce, mais j'en ai chez moi. Tu lui montreras peut-être pour le reportage. Mais oui. Moi, je dirais que cet objet-là... il paraît anodin, mais c'est un symbole d'amour parce que c'est celui sur lequel le Christ a été crucifié par amour pour l'humanité et donné sa vie. Mais en plus, c'est le genre de choses qu'à un moment donné, les gens auront besoin parce que quand c'est l'homme au centre de tout, ça se barre toujours en couille. Et là, on le voit bien dans un pays, enfin, dans un système totalement déchristianisé. Je pense qu'à un moment donné, les esprits déistes seront tellement sans boussole que ça sera d'autant plus le merdier. Donc je pense que ça sera symboliquement, ça sera l'avenir. On ne sait jamais, en cas d'invasion de vampires. En plus. Non seulement j'ai planté l'ail, mais j'ai des crucifix, j'ai même des bougies consacrées et bénies. On est prêt à tout. Par le pape François. Où est-ce qu'on peut retrouver tes livres ? Alors on trouve mes livres facilement, donc Piero San Giorgio. Alors Piero, ça s'écrit à l'italienne, c'est P-I-E-R-O, il n'y a pas de T, il n'y a pas de Z. On les trouve en librairie facilement, on les trouve à la FNAC, on les trouve sur Amazon. Tu as édité chez qui ? Alors Retour aux sources, c'est un éditeur français qui monte, un peu dissident, qui marche bien. Donc on trouve facilement mes livres, ils sont en plein de langues, une dizaine de langues, traduits dans une dizaine de langues. Super.
J'espère que cette interview-là vous aura fait plaisir. Merci à mes donateurs de m'avoir permis de venir jusqu'ici en Suisse. Merci à toi d'avoir accepté, d'avoir la gentillesse. C'est cher la Suisse en plus. En plus. Voilà, merci en tout cas pour ton accessibilité et ta gentillesse. On se retrouvera dans un prochain épisode. À bientôt. Salut. Ciao.